Bonjour à tous et bienvenue sur Flashmat pour un nouvel épisode sur la parentalité et la coéducation. Donc on est à l'épisode 1 de la saison 4. Donc cette saison 4, on va s'appuyer sur... euh, on va faire plus en détail certains éléments. On va développer certaines problématiques sur cette parentalité et la coéducation. Alors justement pour cet épisode, on va travailler sur les besoins éducatifs particuliers ou sur les différents troubles dont on peut parler justement que peut avoir un élève ou un enfant, selon si on est professeur ou parent. Donc l'idée est de mieux comprendre justement les besoins éducatifs particuliers et de mieux cerner ce qui est positif comme négatif sur ces besoins éducatifs particuliers. Alors déjà, euh, bien sûr qu'il faut déjà commencer par avoir un changement de regard. Souvent, quand on parle de troubles, quand on parle de donc justement de besoins éducatifs particuliers, on a tendance à avoir quelque chose de négatif, de voir quelque chose de négatif. Euh, mais en fait, finalement, plutôt il faut voir que l'enfant apprend à son propre rythme et surtout en lien avec ses forces et ses faiblesses et ses fragilités, j'ai envie de dire, plus que des faiblesses. Donc, il faut qu'on enseigne, nous, en tant que professeurs, et en tant que parents aussi, il faut qu'on apporte à nos enfants les éléments, pas pour qu'il y ait égalité entre les différents enfants, mais pour qu'il y ait équité. Donc, pour ceux qui ne savent pas la différence ou qui ne se rappellent plus la différence entre égalité et équité, l'égalité, c'est donner la même chose à tout le monde, quels que soient les besoins de l'enfant, là, dans notre cas. L'équité, c'est plutôt donner, euh, donner des choses à chaque personne, mais on donne les différents, on donne les choses qui vont permettre justement à l'enfant d'avoir la même chance d'apprentissage, la même chance pour, pour obtenir les mêmes choses. Donc là, le but étant plutôt d'avoir une équité plutôt qu'une égalité. Tous les éléments, tous les élèves, tous les enfants n'ont pas besoin d'avoir exactement la même chose pour progresser. Hem, donc là, l'intérêt, l'idée vraiment, c'est de déterminer les besoins de l'enfant pour qu'on puisse agir et donc pour qu'on puisse avoir une équité. D'où le parcours inclusif hein, qu'il y a, que tout élève doit avoir afin donc du coup d'avoir une action et donc d'avoir une fiche action pour pouvoir, pour que l'enfant puisse progresser. Alors, quels sont les élèves qui sont à besoins particuliers? Alors, il y a beaucoup de profils, donc on appelle ça des profils neuroatypiques. Donc, on a des profils neuroatypiques variés. hem, qui sont des profils vraiment différents, qui ont des façons singulières de percevoir et d'interagir avec le monde. Et donc là, l'idée, c'est d'arriver à différencier. Alors là, j'ai mis quatre profils neuroatypiques variés, quatre plus gros profils neuroatypiques variés, quatre profils neuroatypiques spéciaux. Donc on a les troubles, tout ce qui est trouble 10, donc tout ce qui est dyslexie, dyspraxie, dysphasie, donc où là on a des difficultés dans la lecture, l'écriture, le langage ou même la coordination motrice. Il y a tout ce qui est TDAH. TDAH, je redis ce que ça signifie. T de trouble, D de déficit, A de l'attention, et H avec hyperactivité ou sans. Donc, trouble de l'attention, trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc, on a donc d'où le TDA ou
TDAH, donc trouble du déficit de l'attention sans le H, donc sans l'hyperactivité, et avec le H, avec l'hyperactivité. Donc là, on a de l'impulsivité, de l'inattention, de l'agitation, et cette agitation, elle est souvent difficile à maîtriser. Pareil pour l'inattention d'ailleurs et l'impulsivité. TSA, donc c'est le trouble du spectre autistique ou trouble du spectre de l'autisme, où on a un mode de communication et d'interaction qui est unique. Souvent accompagné d'intérêts spécifiques intenses. Par exemple, on va avoir une mauvaise communication avec lui parce que l'intérêt est de prendre le ballon, mais on va avoir une communication qui n'est pas adaptée et qui est loin finalement de quelque chose de classique. Et HPI, donc c'est tout ce qui est haut potentiel intellectuel, où là on a une pensée rapide, intense, parfois même décalée par rapport au rythme scolaire standard. Voilà, donc là les 4 profils neuroatypiques que l'on peut obtenir. Il faut bien comprendre que ce n'est pas une maladie. En fait, ce sont pas des personnes malades et ça ne signifie pas qu'on a un cerveau sur ces profils neuroatypiques. Donc, un cerveau neuroatypique ne fonctionne pas moins bien. Il fonctionne juste différemment. Voilà. Là, c'est très important de partir sur ce postulat et pas se dire on va soigner. Il n'y a pas de soin en fait. Euh, c'est plutôt qu'on a un cerveau en face de nous qui est différent et donc qui fonctionne différemment. Donc du coup, le cerveau, pour s'adapter à telle ou telle situation, va fournir plus d'efforts ou moins d'efforts selon les caractéristiques. Et donc là, en fait, il faut vraiment différencier cette notion d'effort avec résultat. On peut avoir un cerveau enfin, on peut avoir un enfant qui réalise beaucoup d'efforts, mais avec un résultat qui est moindre. Et donc, comme un enfant, voilà, peut travailler 2 ou 3 fois plus, et pourtant avec un résultat 2 ou 3 fois moindre. Voilà. Donc, voilà, il faut vraiment différencier effort et résultat, et surtout, il faut vraiment distinguer enfin, il faut vraiment enlever de notre esprit que c'est un cerveau malade. Non, pas du tout. C'est pas un cerveau qui fonctionne moins bien, c'est juste qu'il fonctionne différemment. Donc, on a plusieurs défis hein, sur ces enfants-là. Et ben, du coup, déjà, il y a un défi attentionnel. C'est-à-dire que voilà, on va avoir des enfants qui vont avoir du mal à maintenir leur concentration sur une tâche longue ou peu stimulantes. Et donc, du coup, ça va leur demander beaucoup, beaucoup plus d'efforts si on leur demande d'être plus attentifs. Au niveau de la mémoire du travail, c'est pareil. Euh, que si on a une consigne ou plusieurs consignes justement à mémoriser, ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'il va y avoir une surcharge cognitive pour ces enfants-là. Donc il va y avoir une mémoire saturée et donc ça va être très compliqué pour l'enfant de faire telle ou telle chose ou qu'il n'y ait pas de fatigabilité. Et puis après, il y a aussi ce défi de communication et de motricité, où, ben, par exemple, écrire, ça va être très compliqué, s'exprimer à l'oral, ça va être dur aussi, coordonner ses gestes, ça va être dur. Et donc là, je pense que pour ceux, dans les professionnels de l'éducation nationale, vous allez reconnaître les différents troubles et les différents types neuroatypiques, mais pour les parents, il faut que vous ayez conscience que tout ceci, c'est un défi pour l'enfant. Mais ça ne veut pas dire du tout que c'est une maladie, que ça va être terrible. Non. Pourquoi? Parce qu'en fait, certes, il peut y avoir ces difficultés, mais il y a des forces sur ces profils neuroatypiques. Et là est toute l'importance. C'est que si on s'appesantit sur les forces et plutôt qu'on réfléchit quelles sont les forces de ces profils-là, plutôt que de se concentrer sur les faiblesses et donc sur les difficultés, ben,
on va construire une confiance en soi de l'enfant qui a ses propres troubles, qui ont ces troubles-là. Alors, qu'est-ce qu'on entend par force? Ben déjà, sur les profils HPI, on est sur une pensée en arborescence. Et donc, ça sous-entend qu'on a une réflexion qui est très développée, qu'on a une grosse curiosité, on a des connexions interdisciplinaires qui se font spontanément sans que les professeurs ou le professeur le disent, et on a une rapidité de traitement de l'information. C'est pas rien. Ceux qui ont euh, un TSA, donc trouble du spectre autistique, mais là, on va avoir un sens du détail qui est exceptionnel. Donc, de rigueur sur certains points. Capacité de focus, donc capacité de concentration qui va être intense. Et donc, comme je l'ai dit, on va avoir une rigueur et une fiabilité dans certains domaines d'intérêt. Tout ce qui est dit, ben là, on va avoir, des élèves qui auront une créativité débordante, et donc ça, c'est très bien, pour certains domaines ou pour certains développements, de compétences. On va avoir une pensée visuelle et spatiale hem, qui va être importante, et donc ça, c'est très bien, notamment en géométrie dans l'espace. Et on va avoir, une résilience forgée par les obstacles surmontés au quotidien. On a des élèves qui vont avoir des 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 obstacles qui vont, qui vont être, qui vont être tous les jours sur plein de domaines. Sauf que du coup, ils vont s'y habituer dans le plus jeune âge à, mmh, à surmonter ces obstacles. Et donc, on va avoir une résilience vraiment augmentée pour ces élèves 10. Et ceux qui ont un TDAH, ou un TDA d'ailleurs, il va y avoir une grande énergie, un enthousiasme qui va être un enthousiasme contagieux. Et donc ça va être utile notamment dans les travaux de groupe. Une capacité d'hyperfocus sur les sujets passionnants et spontanés et une spontanéité créative. Et donc là, ça va être très très important quand on va avoir, et ça va nous être utile pour bien comprendre que si on rend passionnant tel ou tel sujet, ben, du coup, ces élèves-là vont être hyper productifs. Voilà, et ça, c'est très important. Et donc, ça, c'est très important de travailler, de parler avec l'enfant qui a donc du coup un cerveau neuroatypique, euh, de parler sur une posture de force et pas forcément de faiblesse. Et de parler de leurs troubles, pas en faiblesse uniquement, mais surtout en force. Et donc, de parler en termes de force en premier avant de parler de difficultés. Et donc, ça, bien sûr que, il va y avoir un accompagnement qui va être fait, sur ces élèves-là, mais pas uniquement. On a fait un accompagnement sur, tous les élèves, et il est très important, de se baser sur ce trio éducatif qui est, l'école, la famille et l'enfant. Vous savez que là, je fais des vidéos, beaucoup de vidéos sur, la parentalité, la coéducation. Donc vous comprenez bien l'intérêt que je porte en cette synergie parents, enfants, famille. Et là, je parle, du coup, je n'ai pas, quand je dis parents, enfants, famille, j'aurais pu dire famille parents, enfants, pardon, école. J'aurais pu dire aussi école, parents, enfants, parents, école, enfants. Tout ça, pour moi, c'est pareil, dans le sens où il n'y a pas une hiérarchie, il n'y a pas une organisation. C'est plutôt trois acteurs indispensables pour la réussite. L'école, il va y avoir cet accompagnement qui va être fait par les enseignants, par le RASED, par les psychologues scolaires, où ils vont observer, ils vont évaluer et mettre en place donc des aménagements pédagogiques. La famille, vont être les premiers experts de leur enfant. Il va y avoir une écoute active de leur enfant, et il va y avoir une grosse implication parce que c'est leur enfant, et ça, c'est irremplaçable dans cette construction du parcours inclusif. Et il y a l'enfant
bien sûr, qui est au centre du dispositif. Et l'élève, plus on va rentrer dans l'âge, plus il va être associé à la compréhension de ses propres besoins et à la construction de stratégies pour l'aider dans, dans, dans cet accompagnement. Et il y a alors ça, je l'ai mis ici tout simplement pour ceux qui ne le savent pas, il y a le LPI. Le LPI, c'est le livret du parcours inclusif, qui est là pour tous les élèves, donc qui est dans le dossier de l'élève. Et donc, pour les enseignants qui ne savent pas où est le LPI, je vous invite à vous rapprocher soit du directeur, directrice, soit du principal ou proviseur, ou proviseur, ou principal et principal d'ailleurs, pour vous le dire où on peut le trouver. Bien sûr. Et là, on a toute la coordination de tout ce qui a été fait sur toute la scolarité, tout ce qui a été fait pour l'enfant. Donc tout ce qui est PAP, PPRE, etc. Voilà. Donc l'idée vraiment, donc de tout ça, ça va être vraiment d'adapter du coup les apprentissages et d'adapter l'environnement scolaire, mais sans surprotéger. Là, l'idée, c'est de lever les freins, de préserver l'effort, parce que du coup, si on réalise des efforts, mais que du coup c'est trop important et on va y avoir une fatigabilité qui va être très compliquée pour la suite, mais c'est surtout de lever les freins pour viser l'autonomie. C'est pas faire à la place ou supprimer les apprentissages, ça c'est contre-productif. Il faut qu'on adapte pour que du coup ça soit un tremplin et pas une béquille, pour que du coup l'élève progresse. Voilà. Bien sûr qu'au départ il va y avoir une béquille, mais à un moment donné, il faut que cette béquille se transforme en tremplin pour que du coup cet élève et donc cet enfant et donc ce futur adulte beh, puisse s'insérer dans la vie active et vivent dans la vie active avec ce cerveau neuroatypique. Ça, c'est très important. Donc je l'ai dit, je l'ai dit un petit peu, il y a des outils de terrain qui permettent de réussir. Donc le PPRE, le programme personnalisé de réussite éducative. Donc ça, c'est un accompagnement qui est ciblé sur une difficulté passagère avec des objectifs surtout à court terme. Il y a les PPRE passerelles aussi qui sont les PPRE d'une année sur l'autre. Donc en fin d'année, on fait ce PPRE et c'est l'enseignant qui initie ce PPRE avec les parents pour dire ben voilà ce qu'on va travailler pour l'année d'après euh, pour le PPRE passerelle ou si c'est un PPRE classique en se disant ben voilà on a 2 ou 3 mois pour travailler ceci. Voilà, il y a le PAP où on a plutôt un plan d'accompagnement personnalisé. Ça, c'est pour les troubles qui sont plutôt durables, comme les 10 TDAH. Et là, on formalise les aménagements pédagogiques sans l'AMDPH. Alors que plutôt le PPS, où on a un projet personnalisé de scolarisation, où là, c'est plutôt pour les élèves qui sont reconnus en situation de handicap par la MDPH. Et donc là, on a un accompagnement complet et coordonné, notamment avec AESH. Voilà. Bien penser qu'il y a, alors là, je parle pour les enseignants, mais aussi pour les parents, ça peut être utile de le savoir parce que ça peut aussi, enfin, vous pouvez le dire aux différents enseignants qui vont aider votre enfant. Il existe le Cap École Inclusive. Vous tapez plateforme Cap École Inclusive sur Internet, vous le trouvez, où on a une banque de ressources pédagogiques adaptées et accessibles à tous pour différencier au quotidien sans partir de zéro. Donc ça peut être très important. Voilà. Et vraiment, il faut bien penser, il faut bien comprendre, que ce soit pour l'enseignant ou que ce soit pour les parents, mais surtout pour les enseignants, qu'une différenciation pédagogique ne sert pas uniquement pour les élèves qui ont un cerveau neuroatypique, ça sert pour tout le monde. Donc l'idée d'avoir du coup des ressources pédagogiques adaptées donc au cerveau neuroatypique permettra d'être adapté par tous.
Donc ça, c'est très bien. Il faudrait vraiment que justement on utilise ces outils-là pour pas que ça soit juste une adaptation pour certains, mais plutôt que ça soit une norme pour tous. Voilà. Donc là vraiment, la classe inclusive, c'est une chance pour tous, pour moi en tout cas. Vraiment, je trouve que c'est une classe, c'est une chance pour tous parce que ça va enrichir l'ensemble du groupe. Tout ça pourquoi? Parce que on va avoir des richesses d'interaction. Heu, on va avoir, une diversité de profils d'apprenants qui va créer justement, des échanges plus riches, des points de vue multiples et une intelligence collective plus robuste. Et ça va aider pas uniquement ceux qui ont un cerveau neuroatypique, ça va servir à tout le monde et ça, c'est très important. Ça va aussi développer des compétences un peu sous-estimées dans l'enseignement, c'est l'empathie, qui est pour moi une importance, qui est une compétence assez importante. Parce que on va côtoyer des camarades qui fonctionnent différemment, qui développent qui fonctionnent différemment, pardon, ça va développer naturellement la compréhension de l'autre et la solidarité. C'est pas rien. Et aussi, on va avoir un apprentissage coopératif beaucoup plus poussé parce que, on va avoir donc du coup des, cerveaux tous différents et donc des cerveaux aussi neuroatypiques. Et donc on va avoir cette idée d'avoir un projet commun, avec, des pensées complètement différentes. Il va y avoir aussi potentiellement des tutorats qui vont, se faire et pas des tutorats uniquement pour, des cerveaux, neuroatypiques, mais aussi, je parle sur des personnes qui sont, HPI. Justement, on va avoir un tutorat pour des élèves qui ont pas forcément un cerveau neuroatypique, mais qui ont un léger retard sur telle ou telle chose. Ça peut être ça et ça peut leur donner aussi une confiance à eux, sur les différents apprentissages. Voilà et donc ça va profiter à tous. Donc souvent, j'entends que la classe inclusive, oui, c'est beau, mais du coup, on tire vers le bas la classe. Non, non, on va tirer vers le haut la classe, au contraire, en fait. Voilà. Donc, comme conclusion, et je vais essayer de revenir un peu sur tout ce que j'ai dit. Donc, vraiment observer les forces et pas que les faiblesses sur les cerveaux neuroatypiques. Vraiment, ça c'est très important et de partir sur ça en premier avant d'identifier vraiment les difficultés. Faire une alliance école, famille, enfant, donc ça c'est très important, mais si vous me suivez depuis un certain temps, vous comprenez que c'est mon cheval de bataille aussi. Et je pense que si vous êtes là, c'est que vous comprenez aussi l'intérêt. Donc il faut adapter avec intention, c'est pas adapter en béquille, mais s'adapter pour avoir une autonomie. Choisir des aménagements ciblés et évolutifs, voilà, qui va viser cette autonomie plutôt que de la dépendance et faire de cette différence une norme. Voilà. Donc créer un climat de confiance, de classe, créer une bienveillance dans la classe, valoriser tout le monde. Ça, valoriser tout le monde, c'est pas uniquement valoriser les cerveaux, neuroatypiques, c'est vraiment valoriser tout le monde et hem et considérer que tout le monde apporte, sa pierre à l'édifice, peu importe, comment est le cerveau. Voilà. Et surtout, vraiment bien penser qu'un cerveau neuroatypique, c'est pas un cerveau qui est malade, mais plutôt que c'est un cerveau qui réfléchit différemment. Voilà. Bon, j'espère que j'ai été assez clair pour toute cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un commentaire, n'hésitez pas à mettre un j'aime et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, je vous laisse passer une bonne journée et à très bientôt. Au revoir.